don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Jen, salut. Salut Anto. Très content de te recevoir. Part 2. Moi aussi, part 2. Part 2 en force. Pour les gens qui ne connaissent pas, allez voir l'épisode 1. C'était quand même incroyable. On l'a fait en mode trio. Aujourd'hui, on le fait en mode duo. Fait que dynamique un petit peu différente. Ça va être super cool. Merci d'avoir répondu à l'appel. J'ai envoyé un courriel. Ça n'a pas été long. Je l'ai reçu dans mon calendrier. Tac, 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 on le fait. On est là aujourd'hui. Écoute, on va parler de l'éléphant in the room. Les capsules qu'on a faites dans notre premier podcast avaient explosé. Vraiment. Je m'attendais pas à un retour aussi impressionnant, évidemment. Je pense que c'est une personne qui est très charismatique. Puis quand tu t'exprimes, c'est clair. Puis les gens, peut-être, l'ont pris différemment. Fait qu'on va commencer par ça. Comment t'as vécu ce feedback-là? Peut-être les commentaires que tu avais reçus. Est-ce que c'était difficile comme de recevoir un peu la critique de certaines personnes puis d'autres personnes qui étaient très en accord avec ce que tu disais aussi? Là? Ouais. Non, dans le sens où j'ai toujours eu confiance en moi. Ouais. On en a parlé un peu aussi dans l'épisode, là, Oui, le fait d'être cocky versus juste une confiance en soi. Là. Ouais. Le fait de ne pas se prendre pour la merde, on en avait parlé. C'était spécifiquement cette ligne-là, d'ailleurs. Moi, je pense que quand tu as confiance en toi, tu le sais de toute façon, de prime abord, que tu plairas pas à tout le monde. C'est vrai. Fait que moi, j'ai pas ce stress-là de vouloir plaire à tout le monde. Je me mets pas cette pression-là. Fait que, en ayant confiance en moi, ben, je comprends que je plairai pas à tout le monde. Fait que les mauvais commentaires, ben, c'est juste du bruit que j'écoute pas. OK, je comprends. Ben, c'est ça que je me demandais parce que souvent, en fait, là, ça peut venir chercher les gens là, très personnellement au niveau de l'ego puis dire « Hey, Anto, je pense peut-être même à supprimer les capsules parce que j'aime pas le feedback que je reçois. » Puis c'est différent le feedback que tu reçois par les réseaux sociaux parce que tu vas avoir tout le temps des niaiseuses qui vont écrire de la merde. Je pense que ce qui est important, c'est ce que tu reçois en vrai, des connexions. Puis je pense que tu as eu des personnes qui t'ont accosté. Je pense pas nécessairement que c'était négatif ce qu'ils disaient, mais ils disaient « je t'ai vu passer. » puis non? Pas en vrai, j'ai pas eu de mauvais commentaires. Puis moi, je pense que c'est sa ligne de pensée. Si je serais pas à l'aise de me le dire en vrai, ben pourquoi tu le dis? Ben voilà. Des keyboard warriors, comme on appelle. Voilà. Puis moi, je le vois d'un point de vue marketing, c'est comme ça reste de la publicité, ça reste de la visibilité. Et tu bâtis aussi une communauté de fans qui vont adorer aussi ce contenu-là. Ouais. Un contenu qui est très bon, qui est peut-être plus pointu, mais c'est comme si tu subscribes à ça, mais parfait. Sinon, ben passe au prochain. Fait que je suis content de l'impact qu'on a eu. Ça, un verbatim peut pas plaire à tout le monde. T'sais, moi, j'ajusterai jamais ma façon de parler pour plaire. On parlait un peu aussi de mon enseignement, parce que j'ai sacré, je pense, une fois dans le podcast. Puis ça, je m'en suis fait parler. Ça, tu t'en as fait parler? Oui, je m'en suis fait parler. Mais on l'avait-tu coupé dans le montage? Je pense pas. Non, on l'a pas coupé. Je suis contente qu'on l'ait regardé parce que OK. moi, dans ma vie de tous les jours, ça m'arrive de sacrer. Puis même quand j'enseigne, je sacre aussi. Ouais. Tu sais, j'adapte pas ma façon de parler en fonction du public qui pourrait m'écouter ou m'entendre. Ouais. Je trouve que là, ça serait pas authentique. Ou du domaine, tout à fait. Tu sais, je pense pas que ça m'empêche d'être une bonne avocate, d'être une professionnelle, parce que une fois de temps en temps, ça m'arrive de sacrer, tu sais. Il y a même quelqu'un qui m'écrit en DM pour me dire « Hey, j'étais contente de voir quelqu'un qui parlait de même. Ça fait du bien, ça fait enrichissant. » Ouais. Ben, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on dirait peut-être que dans ton domaine, tu sais, qui traite peut-être cartésien, là, les gens qui sortent du lot se font rabaisser, puis juste un sac, des fois, ça vient chercher les gens, ou un habillement. On avait parlé, je pense, de l'avocate Rose aussi dans le premier podcast, tu sais, puis je trouve ça désolant dans le sens que, tu sais, comme à la place de baisser les autres pour toi te remonter, comme ça te tente pas juste de, au pire, tu ne suis pas ce contenu-là, mais ça sert à rien, de faire des plaintes, là, tu sais, concrètement, mettons. Tout à fait. Ouais. Ça sert pas à toi qui le fait, ça sert pas à l'autre qui le reçoit, puis aux autres qui le lisent. Niveau marketing, j'ai vu aussi que tu enclenché le pas à savoir au niveau des capsules, plus humoristique, plus conceptuel. Est-ce que tu as quelqu'un maintenant à l'interne qui s'occupe de ça? Comment ça fonctionne un peu cette stratégie-là? Oui, donc moi, je voulais vraiment me lancer dans la production de vidéo parce que je trouve que c'est une belle façon de passer l'information juridique parce que c'est une matière quand même qui est assez lourde, qui peut devenir complexe, qui donne pas toujours envie aux gens de la consommer. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de contenu écrit, autant sur mes réseaux sociaux que mon infolette, mes articles de blog. Moi, je publie un article de blog à peu près par mois depuis 8 ans. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais là, on est vraiment plus dans une ère de consommation où on veut voir les gens, on veut les entendre parler. Puis moi, j'aime ça, les vidéos humoristiques. J'ai vraiment un côté un peu espiègle. Puis je voulais que ça transparaisse un peu dans mes vidéos. Fait que j'ai eu l'idée de faire un peu plus des genres de sketch. Fait que c'est moi qui fais toute l'idéation, le scriptage, mais tout le montage, filmage, édition. J'ai pris une firme à l'externe. Pourquoi pas? Ouais. OK. Moi, j'aime bien outsourcer aux experts. Là. Ça me tentait pas d'apprendre à faire mon propre montage. Ben, je pense que t'as pas le temps. Là. Aussi. Right? Ouais, effectivement. Ça a été quoi les retombées? Ça fait combien de temps maintenant que vous implantez ces vidéos-là? Depuis septembre. Fait que ça fait à peu près 3-4 mois.
OK, c'est récent. Oui, OK. quand même très, très récent. Ouais. Là. Fait que début septembre, on publiait les premières. J'ai eu une très belle reconnaissance. Moi, je fais beaucoup de réseautage dans la ville de Québec, d'où je viens. Ouais. Puis on m'en parle à tous les réseautages. Hey, je vois des capsules, c'est Mais tu vraiment vois, on s'en est drôle. parlé tantôt dans le couloir, c'est ça. C'est quoi l'objectif de faire cette vidéo-là? Éduquer. OK, Vraiment juste clairement. éduquer. Ouais, Comme là, ouais. la dernière qui a pogné le plus, c'était sur les parties de Noël de bureau. Ouais. Parce que ça s'en vient. Oui, c'était très bon, ça. C'était excellent. Moi, Parce non, que légal, pas besoin de me protéger pour un party de Noël. c'est ça. Ça, c'est tout ce que mes clients me disent. Puis à chaque fois, je leur parle de permis de réunion, du fait qu'il faut qu'ils prennent des mesures pour protéger la consommation d'alcool de leurs employés. C'est ça. C'est la face que ma cliente dans la vidéo fait. C'est exactement la vraie face que mes vrais clients font. Fait que je me suis dit que si chacun de mes clients que j'ai en privé ont cette réaction-là, ils ne le savent pas, ben c'est at large. Fait qu'autant éduquer, puis le diffuser, puis en faire une capsule, tu sais. Ben tellement. C'est des discussions, puis des sujets qui sont abordés aussi, puis de rendre ça comme dans une thématique, un jeu de rôle, ça vient plaisant à écouter aussi. C'est pas trop plate, là. Dédramatiser, démocratiser un peu. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu fais juste le dire, bon, ben si vous faites un party de Noël de bureau, vous devez... C'est lourd un peu. C'est lourd, puis tu te dis, mon Dieu, on peut-tu juste avoir du fun? Fait que de le mettre dans un cadre qui est le fun, qui est amusant. Puis, tu sais, à la fin, je le dis à ma cliente, je dis, tu peux avoir du fun. Moi, mon rôle, c'est juste de m'assurer que légalement, tu es protégé. Mais ça n'empêche pas d'en servir l'alcool à tes employés. Ça n'empêche pas de tenir un party de Noël. C'est juste que tu as des responsabilités comme employeur. Puis ma responsabilité à moi, c'est que toi, tu sois au courant. Après ça, tu fais ce que tu veux, là. Moi, je suis pas là derrière mes clients pour leur dire, t'as-tu fait ton permis de réunion, t'as-tu fait ci. Moi, une fois que t'as l'info, si tu le fais pas, là, après ça, ta décision t'appartient. Mais là, au moins, tu le fais en connaissance de cause. Ouais. Sautons sur un prochain sujet. Ça fait 1 an, le podcast, on l'a publié début 2025, mais on l'enregistre en 2024. Ouais. Donc, en 1 an, le cabinet a évolué dans quel sens? J'ai fait beaucoup de contenu vidéo maintenant, de plus en plus de produits passifs. Donc là, j'ai développé des nouveaux produits passifs. J'en avais quelques-uns qu'on s'est rencontrés, peut-être 2 ou 3. Là, on est rendu à peu près avec 8-10 le revenu passif. Fait que je mets vraiment plus ça de l'avant. OK. Parce qu'encore une fois, on est vraiment dans une ère où les gens veulent tout faire par eux-mêmes. Ça aide beaucoup avec l'IA. On en a parlé un peu de l'IA à ce moment-là. Oui, mais là, c'est de plus en plus présent. C'est de plus en plus présent. Et les gens veulent faire les choses par eux-mêmes. Ils sont tannés un peu d'outsourcer, puis je le comprends. Puis moi, je vois pas les revenus passifs ou les ressources complémentaires comme étant un frein à mes revenus actifs. Mes revenus actifs étant mes services juridiques. Moi, je vois ça plus comme une porte d'entrée puis une accessibilité. Si toi, tu veux par toi-même te renseigner sur l'incorporation, bon, au lieu que tu cherches partout sur Internet, que tu fasses des recherches de savoir quelle information est la bonne ou pas, est-ce que ce que ChatGPT me dit est bon ou pas, de contre-valider. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est véridique? Parce que ChatGPT le dit lui-même qu'il fait des erreurs dans le bas de sa page. Ben là, au moins, tu as une ressource qui est faite par une avocate en droit des affaires, qui a une expertise dans le domaine. Puis si après que tu as lu l'information, ça te tente d'être incorporé, ben tu as plus de chances de faire affaire avec moi parce que tu as déjà lu mon contenu, tu sais comment je travaille. Fait que moi, je veux vraiment appeler ça comme une porte d'entrée à mes revenus actifs plutôt qu'une une façon de les diminuer. Tu veux-tu faire une couverture un peu d'un recap de ces outils-là? Oui. Donc, j'ai tout d'abord un outil gratuit qui est directement accessible sur mon site web qui aide les gens à déterminer c'est quoi les contrats qu'ils ont besoin pour leur entreprise. Ça, c'est une question qui me revenait toujours dans mes consultations. Je me suis dit, bon, ben, autant qu'ils puissent répondre à cette question-là eux-mêmes. Donc, ça, c'est un outil gratuit directement sur mon site web. Après ça, j'ai des guides. Fait que c'est vraiment un guide spécifique sur un sujet. Donc, j'ai un guide sur l'incorporation, la société de gestion, la fameuse loi 25 qui a pris tout le monde par surprise. Oui, mais non. Oui, ça, les contrats. Donc, vraiment, ça, c'est des e-books, des livres en ligne. Donc, tu peux vraiment consommer à ton rythme quand tu as le temps de le faire. J'ai des kits de premiers soins juridiques. Donc, ça, c'est vraiment comme une trousse de premiers soins pour 2 situations. Donc, si tu as un client qui ne paye pas tes services ou tes produits, ou si tu t'es fait copier. Donc, ça arrive malheureusement de plus en plus. Puis souvent, c'est des situations qui sont quand même urgentes. Tu ne peux pas attendre. Moi, j'ai quand même des délais de traitement assez rapides, mais dans le milieu général, les avocats, on est plus dans un 2 à 3 semaines de délai de traitement. Des fois même, on parle de mois. Fait que c'est des situations qui demandent quand même un recours urgent ou que la situation soit dressée de façon urgente. Ben là, la trousse, ça permet vraiment de savoir exactement comment sortir de cette situation-là par toi-même, puis te donne des modèles aussi. Fait que j'ai ces 2 trousses-là, ces 2 kits-là, et là, tout récemment, depuis une semaine, j'ai lancé les trousses d'outils juridiques. Donc, c'est un peu comme des formations en ligne, mais c'est vraiment plus complet. Donc là, j'en ai 3. J'en ai une sur les structures d'entreprise, les contrats et comment devenir employeur. Comment devenir employeur? Ouais. Donc, s'incorporer, engager des gens. Aussi plus le côté mindset
Ou c'est... C'est plus, là, t'es rendu dans ta business et là, t'es rendu à engager ton premier employé. Ou tu le fais, mais tu veux t'assurer que tout est beau. Bon, mais ça va t'expliquer. Il y a une partie formation, donc il va t'expliquer comment devenir employeur. C'est quoi les démarches préalables? C'est ouvrir ton dossier à la CNSST, ouvrir, choisir ton programme de paye, t'inscrire pour les cotisations et tout. Après ça t'explique pour la loi 27, qui est aussi nouveau depuis le 6 octobre 2025. Fait que c'est ici on en parle. Après ça, donc c'est vraiment, comment faire l'intégration d'un employé, comment gérer un employé. Donc, tu as droit de gérance, qu'est-ce que ça implique? S'il y a des mesures disciplinaires à prendre, c'est quoi les mesures disciplinaires auxquelles tu as droit? C'est quoi la fameuse gradation des sanctions? Qu'est-ce que ça implique? Fait que tout ça, je l'explique dans la trousse d'outils juridiques. Puis la trousse, ça le dit, c'est des outils. Donc, il n'y a pas juste une formation, il y a aussi plein d'outils. Il y a une checklist d'intégration. Donc, quand tu engages un employé, comment l'intégrer dans ton entreprise? Il y a une liste d'avantages sociaux. Il y a un tableau récapitulatif des congés que tu as l'obligation d'accorder en fonction de la loi sur les normes du travail. Fait que c'est vraiment des trousses hyper complètes. Ben c'est vraiment des outils, je pense, qui sont hyper pertinents plutôt que d'avoir une cour fermée, tu sais, puis de dire, si tu vas avoir à ça, il faut qu'on fasse de la consultation, qu'on fasse un accompagnement. Puis je pense que ça te donne beaucoup plus, évidemment, oui, d'outils, mais de vouloir collaborer avec toi dans le futur. Puis je pense que la réputation, la notoriété, je pense que ça doit être quelque chose aussi qui fait comment vous différencier sur le marché. Là. Vraiment. Hein, c'est quelque chose qui est complètement différent, qui n'est peut-être pas offert à ce niveau-là. Là. Il n'y a pas de cabinet qui le font parce qu'eux, ils voient vraiment ça comme étant, moi, si je fais ça, ça vient amputer mes revenus actifs. Exact. Alors que moi, je le vois vraiment pas comme ça. Je le vois au contraire comme un tremplin vers mes revenus actifs. Puis, un nouveau projet pour faire du saut là-dessus aussi, la retraite. Oui! Puis tantôt, tu as dit, tu sais, faire des revenus passifs, ces outils-là, ça ne met pas un frein à mes revenus actifs. Penses-tu que les gens vont dire, attends, mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, est-ce que tu penses qu'il y a un manque les gens vont penser qu'il y a un manque de déconnexion ou c'est comme. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont. Y a-tu des commentaires? Comment tu vois ça? Je veux dire, c'est un peu. Je le vois très bien dans le sens où j'ai déjà eu d'autres entreprises. Moi, je suis vraiment une fondatrice dans l'âme. Multi-entrepreneur, c'est ça. Oui, je suis une multi-entrepreneur. Puis ça, je le dis de même d'ailleurs sur mon site web. Puis je pense que c'est une des choses pour lesquelles les clients viennent me voir. Parce que non seulement, je ne fais que du droit des affaires depuis 2017. Donc, moi, mes clients, c'est des entrepreneurs depuis les débuts. Mais je suis aussi moi-même entrepreneur. J'ai eu des entreprises en B2C, B2B, commerce, service one-on-one, consultation. Donc, j'ai beaucoup d'expérience moi-même sur le terrain, donc je comprends la réalité de mes clients, puis je pense que c'est une des choses pour lesquelles ils viennent me voir. Fait que je pense pas que ça les rebute de savoir que je pars d'une nouvelle business, j'en ai déjà eu, j'en ai vendu. Quand on s'est parlé en 2024, je pense que je venais de vendre une de mes entreprises que j'avais. Là, j'en pars une autre parce que j'aime ça, moi, partir des business, c'est ce que j'aime le plus faire. Moi, j'ai plein d'amis qui sont en relais familial ou repreneurs. Moi, mon thrill, c'est de partir une business. C'est de partir quelque chose. Moi, j'aime ça avoir une idée, de me dire ça n'existe pas ou ça n'existe pas sur le marché, il y a une part de marché pour ça. Là, je vais le créer. Là. C'est dans ma tête, je vais le matérialiser. Puis là, c'est le thrill de savoir si ça va-tu pogner ou pas. Est-ce que tu as une peur de l'échec ou tu aimes la prise de risque? Là? Moi, c'est quelque chose qui. Peu importe le outcome, on l'essaye. Oui, on l'essaye. Puis si ça marche pas, ça marchera pas. Mais au moins, je l'aurais. C'est ça. Si j'aurais appris de ça, là, c'est sûr que j'aurais appris de ça. Puis je pense que plus souvent qu'autrement, ça a tendance à fonctionner. Oui. Parce que tu y mets tout ton cœur, toute ton énergie, ton temps, tu mets les bonnes ressources, puis tu développes un marché. Je pense que beaucoup de gens se tombent dans l'analyse par analyse avant de se lancer. Puis on va sauter aussi sur un sujet tantôt que tu as discuté, de bien se protéger. Sur les lois, mettons, oui, loi 25, mais mettons sur les copyright issues, fait que de se faire copier notre identité ou ce qu'on met, ce qu'on publie sur nos contrats, peu importe. Je peux comprendre niveau canadien, niveau local, mais si, mettons, ça arrive, là, internationalement, en ce cas, on a des recours. Souvent, on a l'exemple de, je sais pas, on vend des trucs sur Amazon, puis on se fait voler un peu cette identité-là, ou notre branding est volé par une autre entreprise qui se rebrande ailleurs. C'est quoi nos recours par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peuvent être faits internationalement ou c'est comme... Oui, il y a des recours à faire, même si le fautif est à l'international, oui. Okay. Je cacherai pas que ça va être très compliqué. Ça va être complexe un peu. Oui, c'est complexe, c'est plus cher, ça va être plus long, ça va être plus dispendieux que si c'est le Boitin à Montréal, mettons. Bon, si c'est au Québec, c'est vraiment plus facile, c'est plus niché. Mais si à l'international, c'est pas un frein. C'est juste qu'il faut savoir que ça va être plus long, plus dispendieux, plus laborieux. Puis souvent, à cette étape-là, mes clients me disent, écoute, ça me fait chier. Exact, clairement. Mais j'ai pas le budget, j'ai surtout pas l'énergie puis le temps. Parce que c'est pour ça que je dis ça, c'est pas juste une question d'argent monétaire, mais tout le temps que ça te prend, toute l'énergie, c'est time consuming. Là, mais c'est surtout que
C'est pas le T'sais, fun de suivre quelqu'un. Ben non, poursuivre quelqu'un. du tout. Puis être poursuivi ou juste de s'embarquer dans des démarches Oui. judiciaires, juridiques. Mhm. Nous, on est habitués, quand j'ai nous, moi Ben, et les cabinet. autres avocats de ce monde. Oui, OK. Les avocats, oui. C'est pas quelque chose qui est stressant pour nous. Non. Mais quelqu'un qui s'en est pas son habitude, ben, moi, le sentiment que mes clients me décrivent tout le temps, c'est d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouf, OK. C'est pas le fun. Là. Non. C'est vraiment pas le fun. Puis surtout, si on est à l'international, ben là, les délais sont de plus en plus longs. Ouais. Ça tente pas de vivre de même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que des fois, c'est de choisir vraiment une balance de justice. Bon, mais c'est quoi le plus important pour toi? Ouais, puis tu sais, je pense que ça serait fautif de s'imaginer qu'on vivra pas de poursuites judiciaires, peu importe dans notre domaine. Je pense que de se baquer à la base, d'avoir des contrats avec nos clients, il y en a beaucoup, malheureusement, que c'est beaucoup puis des grosses entreprises qui ont un bon chiffre d'affaires, que c'est des ententes verbales. C'est un coin de table, ben ouais, c'est correct, on va s'arranger, tu sais. Et attends, les fine print, là. Puis là, il y a pas là, t'es dans la merde, là, s'il y a quelque chose qui se passe. Fait que tu dois avoir des bonnes discussions intéressantes avec des gens qui t'approchent dans certains domaines. Oui. Puis moi, je l'entends souvent, le fameux « Ah, ben je fais confiance. » Oui. Ben oui, j'ai fait confiance. C'est un référé, puis Oui, ben oui. Puis il est gentil. Tu sais, à chaque fois, c'est dans toute bienveillance, puis en pleine confiance que on peut vraiment se fier là-dessus. Puis, dans le meilleur des cas, je le souhaite à tout le monde, mais dans le pire des cas, ça peut ne pas arriver. Exact. Puis, c'est pas parce qu'on se fait confiance que de créer un contrat entre nous va venir briser cette confiance-là. Au contraire, on vient s'assurer que la confiance qu'on a déjà entre nous, on vient se la baquer si jamais il arrive quelque chose. Ouais. Tu sais, ici au Québec, on n'a pas une culture très forte sur les contrats. Là. Mettons, si on se déplace de province ou on se déplace de pays. Tu sais, juste, mettons, je fais un parallèle avec le mariage. Aux États-Unis, ils sont très forts dans les prenup, donc les contrats pré-mariage. Ah oui, OK. Ici, on peut en faire. Là. Ouais. Mais personne en fait. Ben, je pense c'est quoi, c'est entente prémaritale, en fait, genre. Exactement. Mais c'est comme, c'est quoi ça? Mais non, puis voyons, on va se marier, on s'aime pour qu'on fera un contrat. Ben, on s'aime pour qu'on... Puis il y a 51% des couples qui divorcent. C'est pour ça qu'on fait des contrats. C'est pour ça qu'on fait des contrats. Mais c'est la même chose en affaires. C'est la même chose en affaires. Qu'on se connaisse pas ou qu'on se connaisse, qu'on a déjà un lien professionnel, amical, peu importe. On va venir juste baliser la relation de confiance pour s'assurer que cette confiance-là qu'on a déjà, ben, perdure dans le temps. C'est tout. Puis je pense que c'est un concept qui est beaucoup plus, comme tu disais, commun aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, les poursuites judiciaires sont beaucoup plus communes, mais je pense qu'ils sont plus banalisées aussi. Ici, on le prend très, très personnel, je pense. C'est quelque chose de... Tu m'attaques. Même si c'est ma Inc, tu m'attaques. Puis ça, c'est un autre sujet, ça. Protection judiciaire, versus s'incorporer ou garder ça au personnel. Ouais. Là, c'est une attaque personnelle. Là. Exactement. Puis là, ça devient compliqué. Exactement. Mais si au moins tu es incorporé, ben là, c'est ta Inc qui est poursuivie, c'est ta Inc qui est condamnée s'il y a condamnation, c'est ta Inc qui... Et non ta maison, puis t'es bien personnel, tu sais. Fait que ça, puis malheureusement, on a souvent ce discours-là de genre, je suis un peu sur l'œuf et la poule de m'incorporer, je sais. On se dit souvent, c'est purement une question de revenus, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller vraiment plus loin que ça. Puis ta vision aussi de comment tu veux bâtir ça. Exactement. Tu sais, si le but, c'est de vivre de ton entreprise, il va falloir que tu t'incorpores. OK, à partir de là, Si ton but, c'est de garder ton entreprise pendant des années, tu t'incorpores. Attends pas de faire 100 000, attends pas de faire 50 000, c'est pas une question de revenus. Puis, je donne un exemple. Moi, j'ai une cliente qui, elle, a déjà un très bon emploi comme salariée et elle vend des choses qu'elle fait à la main là, sur Etsy. OK. Ça lui rapporte à peu près un 15-20 000 par année. Fait qu'on s'entend, elle vit pas de ça, elle vit vraiment de son revenu principal. Mais avec le revenu principal qu'elle fait et le 20 000 supplémentaires qu'elle gagne sur Etsy, ça vient la faire changer de braquette d'impôt, puis ça fait augmenter son imposition de façon drastique. Donc, elle, même si elle fait 20 000 de revenus, on l'a quand même incorporé pour que cet argent-là reste dans sa Inc. Pour qu'elle soit juste imposée sur son salaire. Ben oui, parce que le gouvernement vient jumeler ces deux revenus-là. Ces deux revenus travail autonome ou salarié, ça vient juste compléter. Ah, tu vois, c'est intéressant. Ça, c'est tout le monde veut sauver l'impôt. C'est un exemple que c'est pas juste une question de revenus. D'autres fois, oui, c'est une question de revenus, mais c'est aussi une question de protection juridique. Si tu as une maison, un compte bancaire, une voiture, un chalet, mettons, de plus en plus de biens immobiliers, les gens, là, ça vaut la peine de protéger ça avec une incorporation. Oui. Non, c'est clair. Puis je pense que c'est une remise à question, à savoir, c'est correct, là, les premières années, dépendant si t'es frileux, puis commencer à petit niveau, puis je pense que ça va aussi avec le domaine d'activité, dans le sens, je prends un exemple concret, là, mon père était inspecteur en bâtiment, il a souvent besoin d'aller en cours représenter son client pour des poursuites, fait que là, c'est sûr qu'il y a une incorporation qui est nécessaire déjà là. Je pense qu'on appelle ça le voile juridique. Oui. Fait que ça, c'est hyper pertinent, puis encore une fois, ben
au niveau impôt, ben, pensez-y bien. Là. Oui, parce que l'impôt arrive vite ici au Québec. Ouais, c'est pas long quand tu commences à faire ton argent. Ouais, non, c'est pas long. Non, non, 100%. Tu sais, c'est correct de commencer en entreprise individuelle. Il y en a qui sont pas sûrs que l'entrepreneuriat, c'est pour eux. Ben, c'est un peu un test. Là, c'est un peu comme le locataire propriétaire. Ouais. Le locataire, tu as beaucoup de flexibilité dans ton appartement, mais c'est pas à toi. Je pense que c'est quand tu es prêt à t'investir sérieusement puis à bâtir quelque chose de long terme. Et même si ton entreprise, tu veux l'arrêter, tu vas pouvoir aussi la vendre avec une structure. Ça, c'est tout à fait. La revente. Est-ce que tu fais de l'accompagnement justement pour la vente d'entreprise? Oui, d'entreprise, oui. Très cool. Reprenariat, c'est quelque chose je pense qu'on a parlé dans 2024. Mais là, de plus en plus, puis de plus en plus de jeunes optent pour ça plutôt que de partir sur une nouvelle start-up de techno parce que ça devient beaucoup plus compétitif. Puis il y a de plus en plus d'entreprises à vendre parce qu'il y a de plus en plus les familles sont de plus en plus petites. Il y en a beaucoup maintenant qui ont de toute façon même plus d'enfants. Ouais. Donc là, la question de la relève se pose. Donc, est-ce que moi, la relève est à même mes employés ou je vends littéralement l'entreprise à l'extérieur? Parce qu'il y en a des fois que les employés ne veulent pas nécessairement devenir actionnaires et reprendre l'entreprise. Donc là, on doit ouvrir l'entreprise pour la vente extérieure. Exact. Donc là, il y en a de plus en plus qui vont arriver sur le marché. Là. Ah mon Dieu, oui, mais tu sais, je veux dire, les boomers vieillissent, sont déjà à la retraite depuis un bon bout, on les salue. Puis il faut que l'entreprise soit déléguée. Puis souvent, ces gens-là ont des enfants ou peu importe, mais l'enfant ne veut pas reprendre l'entreprise. Puis moi, je trouve ça malheureux parce que je vois ça comme un patrimoine aussi. Puis il n'y a rien, on ne force pas personne à faire ça, mais je trouve que c'est intéressant de garder ça dans notre... à l'esprit. Right, dans l'esprit. Puis les jeunes entrepreneurs, c'est ça, encore une fois, c'est une belle opportunité. À la place de vouloir créer un deuxième Facebook, là, penser ou un Instagram, il y a tellement de belles entreprises, je veux dire, qui ont des clients, ils ont une structure d'employés. Peut-être que leurs systèmes ne sont pas optimales, mais tu peux arriver et implanter ça, une stratégie marketing. Tu pars d'un pied d'avance que beaucoup n'ont pas. Et puis peut-être que les gens vont dire « Ouais, mais je n'ai pas l'argent pour acheter ça. » Ben, ouvre-toi, aller chercher peut-être des investisseurs, des collaborateurs. Je pense que... Le financement, maintenant, il y a tellement de financement avec BDC, Phytopreneur, Evol. Il n'en manque pas des programmes de financement pour aider à l'acquisition. Il n'en manque vraiment pas. Des balances de prix de vente avec le vendeur. Right. Il y a différentes stratégies. Tu sais. Vraiment. Fait que ça, c'est cool. Puis je me demande, dans quelqu'un qui veut revendre son entreprise, là, ce serait quoi les bons steps à prendre là, légalement pour faire une belle transition? Pour que ce soit alléchant aussi pour un acheteur. Bien, on va s'assurer premièrement que tout soit conforme. Donc, on va... Parce que les gens oublient souvent, on est plus conscient de façon personnelle des formes de santé, là, santé physique, santé émotionnelle, santé psychologique. Mais une entreprise a aussi ses santé à elle. Elle a une santé fiscale, elle a une santé financière, mais elle a une santé légale aussi. Faire un diagnostic. Ah, ouais. Santé donc, légale. On s'assure qu'au niveau des chiffres, tout balance, tout est conforme. On veut que les états financiers, il n'y ait pas de choses un peu shady. Là, moi, j'en vois des états financiers, des fois, c'est pas drette. Là. Non. non. Là, je vois des choses qui sont mises dans un coup vendu, puis non, ça n'aurait pas dû être là. Oh. Fait qu'on s'assure que niveau état financier, niveau santé financière, tout balance, tout est beau, on a des beaux chiffres, on a soit une belle croissance, ou du moins, c'est des chiffres qui font le sens avec le marché actuel. Oui. Parce que si, disons, on est 4 entreprises, et je sais pas moi, de boutiques pour animaux à vendre, puis là, sur les 4, toi, t'es celle qui fait le moins de ventes, puis que celle qui a le moins d'achalandage, ça va être difficile. Ça veut pas dire que ça sera pas, mais le prix de vente va être en conséquence, bien évidemment. Oui. Donc, on s'assure que la santé financière, elle soit droite, tout soit beau, que tout soit dans les règles, qu'on ait payé ses impôts, qu'on ait payé ses taxes, la compte provisionnelle. C'est quand même un minimum. Parce que tu peux avoir des impôts qui sont impayés à savoir prendre en compte. Hein. Mais oui, voilà. Parce que tu veux pas que l'acheteur ait payé tes impôts, là. Tu s'entends? Puis l'acheteur ne voudra pas ça non plus. Après ça, au niveau légal, même ça, on veut s'assurer que la santé légale soit là. Donc, le livre des minutes est à jour et conforme, tout est beau. Il n'y a pas d'ancien actionnaire qui n'a pas vraiment été racheté, fait qu'il pourrait revenir plus tard contre le nouvel acheteur pour dire « Hey, on n'a jamais payé mes actions pour me sortir de la business. » On veut pas gérer ça. Fait qu'on s'assure que légalement, tout est beau. Après ça, on fait faire l'évaluation de l'entreprise. On fait ça souvent avec un triple E, un expert évaluateur d'entreprise. Il y en a quand même plusieurs au Québec, là. On n'est pas en pénurie par rapport à ça. Là. Donc, on fait une belle évaluation de l'entreprise pour après ça commencer à faire les démarches. Il y a aussi le centre de transfert d'entreprise qui a changé de nom. Là. Je pense que c'est devenu Reprenariat Québec. Qui aide beaucoup autant les acheteurs que les vendeurs. Fait que ça, c'est un super organisme pour ça aussi. Fait que quand les personnes sont vraiment dans les toutes premières étapes, aller se renseigner là-bas, ça peut être une belle solution aussi. 100%. Je pense que c'est un autre sujet qu'on parlait maintenant dans les derniers podcasts. L'économie est un petit peu spéciale. Je pense que les offres d'emploi, c'est difficile d'aller chercher un emploi malheureusement. Puis il y a beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs, des gens qui veulent peut-être transitionner vers le travailleur autonome, vers le Inc., vers le reprenariat.
de se différencier de cette manière-là plutôt que d'essayer de trouver un emploi à temps plein ou un salaire, peu importe. Ça vient varier un peu notre économie. Fait que retrouver puis rechercher ces opportunités-là, même si c'est pas une entreprise qui te dit « My God, c'est super cool, flashy ce qu'ils vendent ou ce qu'ils produisent », des boring businesses, ça peut être hyper rentable. Puis tu commences comme ça, puis après peut-être tu peux développer d'autres choses, mais au moins tu commences avec quelque chose de concret, je trouve. Là. Il y a même, ça c'est pas tant connu, là, mais il y a ce qu'on appelle des compagnies de tablettes. Et c'est vrai, c'est quoi ça? C'est de plus en plus d'acheteurs qui veulent acheter ça. Okay. Les compagnies de tablettes, c'est, disons que par exemple que toi, tu as un petit dépanneur là, sur le coin, tu sais, dans une petite campagne bien abandonnée, là, puis il est incorporé depuis comme 1980, puis t'as pas trouvé personne pour la vendre, t'as pas d'enfants qui ont voulu la reprendre, puis c'est tellement éloigné qu'il y a personne qui veut l'acheter, donc tu as juste fermé le dépanneur. Mais ta Inc, elle existe toujours. Donc toi, chaque année, tu fais un rapport d'impôt à 0, tu payes tes droits annuels au registraire, mais un jour, il y a quelqu'un qui va vouloir acheter ta compagnie tablette parce qu'elle a une historique d'incorporation. Tu sais, mettons que moi, je veux faire... tu sais, il y en a beaucoup là, qui utilisent l'Isogan en affaires depuis 175 ans. Là. Oui, le classique. Ben oui, puis ça aide beaucoup pour la clientèle parce que ça donne la crédibilité, tu sais. Mais là, eux, ils veulent acheter des compagnies de tablettes parce qu'ils peuvent dire qu'ils sont incorporés puis qu'ils existent depuis 1980. Ben voyons donc. OK, fait qu'ils achètent l'historique finalement. Oui, ils achètent la Inc. qui existe depuis 1980. Ils font juste faire les modifications. Donc, ils changent le nom, ils changent le secteur d'activité, ils changent les actionnaires. Nouveau livre de minutes. My God! Et là, l'entreprise. Purement pour notoriété, là. Oui, notoriété, historique, ancienneté. Je ne savais pas. Ouais. C'est quand même des fort. Des compagnies tablettes qu'on appelle. OK, tu vois, moi, je pensais quand tu disais compagnie tablette qu'on parlait de coquilles vides, là, tu sais, des fakes... Ben, c'est une Inc vide. C'est kind of. Ben, tu sais, legit, là. Oui, legit. Oui, je suis très impressionné. Tantôt, tu disais, tu as mentionné comment les entrepreneurs, mettons qu'ils veulent vendre leur entreprise, là, mais ne comprennent pas réellement leurs chiffres concrètement. Oui. Le coût d'un article et après ta marge bénéficiaire, quand tu le revends, c'est environ ça. Bon, on est correct. T'sais. Attends, mais est-ce que tu sais que genre tu perds de l'argent qui s'en va là, qui s'en va là, qui s'en va là? C'est pas important, tu sais. Ouais. C'est dangereux. Vraiment. Tu sais, moi, je pense que la meilleure méthode, c'est d'engager les experts dans leur expertise qui leur est propre. OK. Fait que quand tu vas acheter une entreprise, là, la première étape, ou une des premières étapes, c'est de faire une vérification diligente qu'on appelle. Fait qu'une vérification diligente, mais tu vas avoir différents experts qui vont vérifier l'entreprise que tu vas acheter. OK. Donc, on va avoir une vérification diligente au niveau financier. Donc, il y a un comptable, un fiscaliste qui va tout analyser les chiffres, toute l'historique financière de l'entreprise pour voir justement est-ce que tout a été déclaré à la bonne place? Est-ce que la société elle est précaire financièrement? Est-ce que c'est un bon coût d'argent versus le coût de vente ou le coût d'achat? Il va aussi avoir une vérification diligente au niveau légal. Donc, moi, par exemple, je vais analyser tous les contrats de l'entreprise avec ses employés, avec ses fournisseurs, ses sous-traitants, pour s'assurer que légalement, elle n'est pas à risque que quelqu'un revienne contre elle. Parce qu'après ça, quand tu as l'entreprise, ben c'est ton entreprise. Exact. Donc, tu fais des poursuites, même si c'est une poursuite contre la Inc., c'est toi qui la gères, tu es le nouvel actionnaire propriétaire. Là. Fait que légalement, on s'assure de vérifier tous les contrats, livre de minutes, vraiment la santé légale. Fait qu'on fait vraiment une vérification. Encore une fois, tout le monde peut faire tout eux-mêmes. Moi, j'ai plein de clients qui veulent pas faire de vérification légale puis de vérification diligente. Ben, il n'y a pas de problème, c'est ta décision. Pour sauver de l'argent? Des sous. Oui, sauver des sous. Parce que je veux dire, c'est juste bénéfique de le faire, on s'entend. Il n'y a pas de bonne... À part justement sauver des... Tu sais, moi, il y a beaucoup de clients que j'ai accompagnés qui, soit la vérification diligente, fiscale ou légale, on a dit au client, achète pas ça pour X, Y raison. Puis tu vois? Pas acheter. Parce que ça peut être une grosse erreur, justement, que tu reconnais à travers après 1 an, 2 ans, 3 ans. Là. Puis il y a aussi des histoires à succès qui en ont pas fait puis ça a bien marché. Ouais, mais dans tous les cas, il n'y a aucune des deux avenues qui est garante, mais au moins, en faisant les vérifications diligentes, on s'assure de backer la transaction. Fais un raisonnement qui fait du sens, puis si tu n'as pas l'argent, je crois investir là-dedans, c'est peut-être pas le bon moment non plus à acheter, malheureusement. Tu sais, je pense qu'il y a une question à se poser. Là. Oui. C'est pas grave, c'est rare plus tard. Mais non, des opportunités, c'est tout ça qui manque. Là. Vraiment. Ben c'est ça. Trouves-tu qu'il y a une belle industrie, tu dis, ça pourrait être intéressant, ou une industrie que toi qui t'intéresse, que tu pourrais développer au niveau d'une Inc. ou rachat? Ben moi, je suis vraiment pas rachat. Moi, je suis vraiment mais plus... toi, t'es plus... on crée. Ouais, moi, je suis vraiment une fondatrice. Ouais, moi, je suis vraiment une fondatrice. Qu'est-ce qui te... Pas qui te déplaît, ou pourquoi tu as cette préférence-là? Ben j'aime voir quelque chose se matérialiser. J'aime penser, j'aime développer une idée, l'imaginer, faire le tour du concept, puis qu'elle se matérialise, puis qu'elle existe, puis que là, il y a d'autres personnes qui voient ce que moi, j'avais en tête.
Ça, j'aime cette partie-là. Après, j'aime le thrill de savoir si est-ce que la business va marcher, est-ce que les clients vont répondre à la demande. Ouais. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Ça, ça m'allume solide. Ouais, clairement. Puis je pense que je partage un peu ces ambitions-là, ces valeurs-là, de partir, je pense, de collaborer avec d'autres personnes aussi, puis de partir certains partnerships ou différents projets qui amènent un why aussi, une réponse à ta flamme aussi dans l'entrepreneur. On en parle souvent dans le podcast. C'est le fun de façonner quelque chose. Tu sais, je comprends le thrill des repreneurs. J'ai beaucoup d'amis repreneurs. On dirait que moi, d'arriver dans quelque chose qui existe déjà, même si je peux mettre la main à la pâte, puis mettre mes couleurs, puis changer des systèmes. Ça reste un produit initial de quelqu'un aussi. Oui, c'est ça. Un peu le... Puis là, j'ai plus le thrill de savoir si ça va marcher. Je sais déjà que ça marche, c'est une historique. Ce thrill-là, je ne l'ai pas, mettons, dans un reprenariat. Fait que dirais-tu que c'est un peu une question de contrôle aussi? Moi, c'est à moi, j'ai bâti ça, genre. Non, parce que je pourrais quand même le bâtir en le reprenant. Surtout le reprenariat, il y a beaucoup d'histoires de... On refait l'image de marque, on change les valeurs de l'entreprise, on crée des nouveaux systèmes. Parce que souvent, ces entreprises-là, il n'y avait aucune automatisation, puis on ajoute des systèmes. Exact. Fait que j'aurais quand même l'impression d'avoir mis mes couleurs, mais moi, c'est plus la partie prise de risque. C'est le crunch au début, de se lancer, d'aller chercher des investissements, peu importe, de bâtir de se faire connaître, puis de... c'est vrai. Avant qu'on saute justement dans les retraites, je veux qu'on touche au sujet de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est quoi les enjeux légaux corporatifs qu'on peut avoir en implantant plein de nouveaux outils dans notre quotidien? Y a-t-il des choses qu'on ne regarde pas, là, le niveau légal? Là? Il y a sûrement plein de choses qu'on ne regarde pas. Loi 25, premièrement, il faut s'assurer que les logiciels qu'on implante sont sécuritaires pour les données de nos clients. OK, oui. Fait que ça, on s'assure de respecter la loi 25. Après ça, si on fait des documents juridiques avec ChatGPT et autres systèmes d'intelligence artificielle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas son bac et son barreau. C'est pas une avocate qui a une responsabilité professionnelle puis qui va pouvoir te backer s'il y a quelque chose, qu'il va pouvoir aller devant le juge puis expliquer pourquoi on a mis cette clause-là dans le contrat. Par exemple, on prend le contexte de ton cabinet, par exemple. Est-ce que c'est une pratique qui peut être utilisée de genre, on fait un brouillon du contrat. Vous avez probablement déjà vos habitudes, vos templates, peu importe, là, mais on le formate avec le chat, puis après on le fait vérifier, on le fait affiner. C'est-tu quelque chose pour être plus performant, là, je parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire ou c'est... Il y en a de plus en plus qui me disent ça. Ils me disent, écoute, je vais faire déjà un brouillon, moi, avec chat pour m'aider un peu, puis je te ferai réviser. C'est-tu quelque chose ou qui... Moi, je le recommande pas. Okay. J'empêcherai jamais un client de le faire, puis s'il veut que je révise ensuite. Mais ce que les gens, ils savent pas, puis les gens pensent tout le temps que réviser coûte moins cher que de rédiger. Ouais. Et ça me fait rire à chaque fois. Jusqu'à temps que je l'explique à mon client pourquoi ça marche pas comme ça, puis il me dit tout le temps, oui, c'est vrai, t'as bien raison. Okay. En rédaction, moi, je la connais, la loi. J'ai étudié pendant 8 ans. Je suis avocate depuis 2017. Je sais comment écrire une clause d'élection de domicile. Je sais comment écrire une désignation des parties. J'ouvre un document Word, puis je tape. Tu sais, je suis habituée, là. Je fais ça à journée longue. Moi, les contrats, ça représente à peu près 55% de ma pratique. Fait que j'en fais de la rédaction de contrat. Alors que si je suis en révision, ben là, je dois d'abord lire ce que toi, t'as rédigé ou ce que ChatGPT ou autre IA a rédigé. Donc, je dois lire ce qui a été fait. Je dois réorganiser parce que souvent, il y a des clauses qui auraient dû être avec telle clause, des sections qui sont pas à la bonne place. Le reformatage, Fait que je réorganise le contrat. Ensuite, je dois modifier les clauses existantes pour qu'elles soient légales, conformes. Des fois, pas toutes, on s'entend, mais c'est rare que je dois pas au moins modifier quelques clauses. Ensuite, je dois retirer celles qui sont invalides. Ça aussi, il y en a souvent. OK. Puis après ça, je dois rédiger les clauses qui manquent, mais avec le même style rédactionnel que Chat a utilisé. Fait que finalement, tu perds du temps plus que d'autres choses. Tu vois comment ça me prend bien plus de temps que d'ouvrir Word puis de taper, tu sais? Fait que la révision coûte souvent plus cher que la rédaction. Fait que ta réponse, ça serait non. C'est pas quelque chose qu'on peut faire... Ben, on le fait. Parce que moi, j'ai vraiment des clients qui, même si tu leur dis ça, eux, ils préfèrent quand même mais t'es conscient que c'est le même prix. C'est ça. OK. Intéressant. Puis... OK, mais à l'interne, utilisez-vous justement parce qu'on parle souvent de l'IA comme... le point n'est pas de couper des postes. C'est pour être plus performant dans une tâche connexe. Mais moi, l'IA, moi, j'utilise beaucoup d'automatisation dans mes processus internes, qui n'est pas nécessairement de l'IA, c'est vraiment des applications d'automatisation. Donc, pour que toutes mes plateformes ou mes applications se parlent entre elles, moi, j'automatise le plus possible tout ça pour me sauver du temps de non facturable. On a vraiment du temps d'administration. Fait que moi, j'ai vraiment automatisé au maximum à propos de ça. Moi, l'IA, j'utilise vraiment pour me backer. Puis c'est ça que je dis à mes clients. J'ai dit, tu sais, l'IA, là, c'est un très bel outil.
c'est pas pour remplacer qui que ce soit, c'est pas, surtout pas pour remplacer une expertise humaine, peu importe l'expertise humaine que ce soit, là. Je parle pas juste pour les avocats. Ben, c'est pas remplaçable, je pense, là, c'est niveau Je pense que c'est remplaçable. Tu sais, moi, quand j'ai à mes clients, tu demanderais-toi à ChatGPT de faire tes impôts, tu donnerais-tu, toi, toutes tes factures dans ChatGPT? Eh non! Et non, ben voilà. Ben, c'est le même principe Ton pour ta contrat non santé plus. légale. Toi, tu vas mettre toutes les infos, là, puis tu te dis, fais-moi un contrat là-dessus. Hey, j'aurais peur. Mais moi, j'ai pas osé. C'est pas publier ta photo sur Facebook, là, Instagram, là, tu sais. Tu sais, des contrats, c'est là pour te protéger, là. Ouais. C'est pas là pour faire beau, là. Ouais. Clairement. Protégez-vous, là, tu sais. Faites des choses. Mais, fait automatisation, veux-tu me parler un petit peu de ton processus d'automatisation? Évidemment, c'était assez implanté là, de 2024-2025. Quel upgrade que tu as fait justement pour ça? Ben, j'ai pas fait d'upgrade vraiment en 2024-2025. Okay. C'était peut-être plus au niveau de l'automatisation du processus, mettons, de vente de mes revenus passifs. Pour que ce soit le plus user-friendly pour mon client, donc de passer là, mettons, mon site web à l'achat de revenus passifs. Fait que c'est vraiment plus à ce niveau-là. Puis l'IA, je l'utilise plus pour m'aider à la création. Fait qu'il y a des brainstorms pour mes infolettes, ou là, je blogue pour un post. Bon, ben là, je lui demande de m'aider par rapport à ça. Mais jamais je lui demande de prendre ma place. Parce que moi, j'aime créer. C'est ça que j'aime. Trouves-tu ça overwhelming d'avoir différents projets en même temps, Connex, qui roulent? Mettons, on prend différentes entreprises. T'es capable d'avoir cette capacité-là de gestion? Ah ouais, vraiment. Dans le cerveau, ça doit rouler 1000 à l'heure. Oui, puis je sais pas si c'est né ou c'est acquis, là, mais j'ai quand même une très bonne capacité de compartimenter les choses. OK. Moi, quand, mettons, je travaille pour mon cabinet, je travaille pour mon cabinet. Ouais. Il n'y a pas de chicane avec mon chum, il n'y a pas l'autre entreprise, il n'y a pas... Si cette heure-là est dédiée à ce que je fais en ce moment. Si en ce moment, je fais ton contrat, je ne fais que ton contrat. Il n'y a rien qui va venir me perturber. Après ça, si là, je suis dans mes retraites Inspira, je suis dans mes retraites Inspira. Exact. Si après ça, je suis avec mon petit chien, je suis avec mon petit chien. Ça, c'est OK. Avec mes amis. Fait que moi, j'ai vraiment une belle capacité de compartimenter tout ça. Fait que je pense que c'est ça aussi qui m'aide à... Ça, c'est inné, hein? T'as toujours été comme ça ou c'est quelque chose que t'as développé? Non, je pense que j'ai toujours été comme ça. Mais j'avais déjà quand même un bel emploi du temps. Plus jeune, je faisais beaucoup de sport en plus de l'école. Fait que je pense aussi que ça m'a aidé à développer ça, peut-être. Moi, je pense que tu t'es formé à travers ça. On se souvient de ton parcours là, quand tu étais aux études comme avocate, les difficultés, puis manger, pas beaucoup manger pour faire tes stages. Fait mais toi, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire mon programme de dons là, que j'ai lancé récemment. Wow! Ouais. Parlons de ce sujet-là, programme de dons. Ouais. L'idée est venue de là. Comment, c'est-tu quelqu'un qui t'en a parlé? C'est venu de où, là, ce besoin-là de partir un don? Oui, ben moi, le bénévolat a toujours été hyper important dans ma vie. Moi, depuis que j'étais toute petite, mon père a été bénévole toute sa vie. Il est encore bénévole à l'âge qu'il a. Nice. À 7 ans, j'étais déjà bénévole pour les compétitions de taekwondo que je faisais. Puis au fil en aiguille, à chaque âge, je faisais un nouveau bénévolat, souvent avec mon père. Fait que moi, c'est vraiment une grosse partie dans ma vie. J'ai été bénévole au Service correctionnel canadien pendant mes études de droit. Cool. Puis là, j'ai de moins en moins de temps pour être bénévole. Je faisais du bénévolat pour les jeunes philanthropes, mais quand même, j'avais pas le temps assez de faire du bénévolat vraiment actif, là, donc je donne de mon temps. Donc, j'ai trouvé une façon, via mon cabinet, de pouvoir donner à ma façon, avec un organisme qui est important pour moi, donc Moisson Québec, qui redonne de la nourriture aux gens et aux familles dans le besoin. Très cool. On en a parlé en 2024, fait que c'est quand même un sujet qui est particulièrement touchant pour moi. Ben oui. J'ai rencontré là, les filles de l'organisation en réseautage, là, ça a donné de même. Puis je leur ai parlé de mon idée de faire un programme de dons. Donc, c'est cheesy, là, mais ça s'appelle « Donne ton mandat ». Donne, puis là, je mets « don » en majuscule. Nice. J'aime ça, les petits jeux de mots. Fait que pour chaque mandat qui est confié, j'ai un 10 $ qui va être versé à Moisson Québec et 10 $ permet d'offrir 50 repas aux familles dans le besoin. C'est incroyable. Mais c'est vraiment une bonne idée. Je veux dire, puis les applications sont pas énormes, c'est pas hyper compliqué, c'est le fun. Oui, je suis vraiment contente. Ça a été long entre l'idéation et la mise en place, parce qu'encore une fois, il faut que j'automatise le back-end de tout ça, parce que je veux pas que ça me prenne du temps. Le plus important étant le service client que je donne, évidemment, et mon expertise. Donc, le temps de tout mettre ça en place, je suis contente de l'avoir lancé juste là, juste avant les fêtes, parce qu'évidemment, c'est la période où Moisson Québec a le plus besoin. Mais ce programme de dons qui va être là à l'année pour chaque mandat qui est confié. Puis moi, à tous les mois, je fais des infolettes, puis à tous les mois, je vais tenir au courant là, mes abonnés pour leur dire « Hey, la cognotte, on est rendu à tel montant là, de donner à Moisson Québec. » C'est le fun d'avoir un chiffre qui augmente. C'est motivant, ça. Vraiment. Quelle bonne idée, je veux dire. Puis je pense que quand tu es un entrepreneur, il faut penser à comment tu veux redonner une certaine partie, que ce soit en temps, mais après les années, c'est sûr que ton temps est diminué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pallier ça? Oui, parce que je trouve que les entrepreneurs, on a
une obligation sociale. Je trouve qu'on a un rôle à jouer dans la société. Ah ouais. De par le fait que la majorité des entrepreneurs, ben, on crée de l'emploi, on paye de l'impôt, on participe. On génère du revenu. On génère du revenu pour le marché local du Québec. Ben, je trouve important aussi d'avoir un impact au niveau social. Moi, je l'ai fait parce que le bénévolat me tient à cœur. Moisson Québec étant un organisme qui me tient à cœur avec ce que j'ai vécu, qu'on a discuté l'année dernière. Fait que moi, ça faisait tout son sens de pouvoir offrir ça. Puis je suis vraiment contente de l'avoir lancé. Puis j'espère que ça va ouvrir la voie à d'autres. Puis je me disais aussi, c'est de le fait de le jumeler avec des mandats, puis pas juste, je donne un pourcentage de mon profit. Ouais, c'est ça, juste comme faire un don aléatoire. Ouais, c'est ça. Je trouve que de le jumeler avec un mandat, puis moi, je l'écris, là, mettons, dans mon offre de service, je dis, hey, Anto, si tu me confies ce mandat-là, ben, avec mon programme Donne ton mandat, ça donne 10 $, ça permet d'offrir 50 repas. Ben, je trouve que ça vient aussi conscientiser mes clients de, hey, cool, quand je prends les services du cabinet de Jennifer, puis ça me permet aussi de donner un 10 $, il y a 10 $ de ce que je vais donner à Jennifer qui va aller pour un organisme, c'est super. C'est que c'est un programme de référencement, puis après, c'est le 10% qui est... 10 $ par mandat. Par mandat. Peu importe le client arrive, de quelle façon, peu importe le mandat. À chaque fois que je fais une offre de service, je donne un 10 $. Incroyable. Non, puis je pense que c'est quelque chose qui peut être appliqué pour plusieurs entreprises. De l'augmenter, c'est hyper... Je pense que tu peux justifier très, très facilement. Puis les gens vont être, ça va me faire plaisir de... Ah, puis moi, j'ai même pas augmenté mes prix pour ça. Là. Ben, c'est fait que voilà. Moi, c'est inclus. C'est moi qui donne 10 $ de mon mandat. There you go. Ouais, mais ça, c'est... Fait que je lève mon chapeau parce que c'est vraiment inspirant. Inspirant. Les retraites entrepreneuriales, la source initiale est venue de où? Est-ce que c'est un besoin peut-être pour toi que t'es venu? Oui, moi, toutes mes entreprises, je les ai toujours parties d'un besoin à moi. L'entreprise que j'avais vendue juste avant qu'on se parle en 2024, c'était mon entreprise de services pour animaux. Parce que j'avais besoin, moi, de quelqu'un pour venir m'aider à promener mon chien parce que je ne pouvais pas tout le temps, j'ai des longues journées. Bon. Oui. J'avais personne pour venir garder mon lapin et mon chien chez moi. Okay. Donc, nous, on avait créé avec mon chum l'entreprise Pat Câlin qui offrait ces services-là parce qu'on avait ce besoin-là. Personne ne pouvait le combler. Ça n'existait pas, du moins, à Québec. Puis là, tu l'as fermé. Tu l'as fermé, Flamand? Ben, je l'ai créé, puis on l'a vendu. Bon, 3 ans plus tard. C'est cool, ça. Nice. C'est très cool. Parfait. Ouais. On avait d'autres projets. Nice. Puis là, même chose, moi, l'année dernière, en fait, 2024, j'ai cherché pour 2025 une retraite pour les entrepreneurs. Parce que je voulais faire une retraite de croissance personnelle. Okay. Mais je voulais aussi mixer avec des entrepreneurs parce que je trouve quand même qu'on a un profil différent des salariés. Bon, j'en ai pas trouvé. Ou du moins, pas trouvé qui correspondait à mes critères. Donc, j'ai quand même fait une autre retraite au Nicaragua qui était de croissance personnelle aussi, mais pas spécifique aux entrepreneurs. Ça a donné que dans notre retraite, on était 3 entrepreneurs. Donc, j'ai quand même eu ce petit côté-là comblé. C'est là que j'ai rencontré ma partenaire d'affaires, Isabelle, d'ailleurs. Gros coup de foudre amical. Nice, OK. Puis là, tout de suite, pendant la retraite, j'ai dit à Isa, j'ai dit, hey, genre, je nous verrais, toi et moi, en affaires, parce qu'elle aussi est entrepreneur. Elle est thérapeute en relationnel complémentaire. J'ai dit, ça serait vraiment un beau mix. Puis, moi, j'ai cherché ces retraites-là. C'est sûr qu'il y a d'autres entrepreneurs qui cherchent des retraites de croissance personnelle spécifiques aux problématiques des entrepreneurs. Ouais. Je trouve que ce serait vraiment cool qu'on se parte ça. Ouais. Fait qu'elle, elle a eu le temps de mijoter ça un peu. Puis là, on s'est lancé là-dessus. Fort. Nicaragua, Costa Rica. Costa Rica, la prochaine, ça va être en février 2026. OK. Donc, très hâte. Puis là, ça va être pour les femmes entrepreneurs. Puis c'est toujours relié aux problématiques propres aux entrepreneurs. Donc, ça, on parle la part de l'échec, complexe de la perfection, syndrome de l'imposteur, conciliation vie familiale, vie professionnelle. Ouais. Fait qu'on on focus vraiment là-dessus. Tu viens contacter quel type d'entrepreneur, à quel niveau? Peu importe le niveau, peu importe l'industrie, il faut vraiment juste que tu aies une entreprise. Fait que tu n'es même pas obligé d'être incorporé, c'est entreprise individuelle. Tant que tu as une affaire et que tu es un entrepreneur ou une entrepreneur, on t'invite à notre retraite. Est-ce que il y a une... disons, on prend pas 2 courtiers ou peu importe 2 courtiers, ou c'est vraiment ouvert à l'entrepreneur en tant que tel? Oui, c'est ça, parce que le but, c'est pas de t'apprendre à devenir entrepreneur ou c'est pas de faire du référencement ou du réseautage. Évidemment, ça va se faire parce qu'on va être tous des entrepreneurs entre nous. Ouais, c'est ça, mais on n'est pas fermé, c'est 3 courtiers, c'est 3 courtiers. Là, on n'est pas dans un BNI. Moi, je suis allé visiter un groupe de réseautage à Québec cette semaine, puis on m'a dit, tu devrais vraiment devenir membre parce qu'on n'a pas d'autres avocats en droit des affaires. Ouais. J'étais comme, mais c'est pas un argument de vente parce que si demain quelqu'un, un autre avocat en droit d'affaires veut devenir membre, il peut. Ouais. Donc c'est pas un argument de vente, c'est dans 3 secondes, cet argument-là peut disparaître. Puis moi, j'y vois pas une compétition parce que si tu fais affaire avec lui, clairement, tu feras pas affaire avec moi parce qu'on est 2 personnalités complètement différentes, puis nos cabinets sont 2 cabinets complètement différents. Là. Ouais. Moi, je vois pas ça du tout comme une compétition. Tant mieux s'il peut être là. Fait que toi, ça te donne le choix entre deux avocats, puis tu peux en prendre aussi à l'externe, là, mais... C'est parce que je pense que dans un club comme de genre-là, tu t'attends à avoir une exclusivité peut-être avec le professionnel.
Puis peut-être ça peut venir, c'est ça, tu sais, compétitionner les deux. Mais je veux dire, in the long run, tu sais, souvent, je me fais demander j'ai vu que tu as passé telle recruteuse, par exemple. C'est OK. On parle de. Tu sais, je veux dire, c'est des collaborations. On parle de toi comme entrepreneur. Ton parcours n'est pas le même que le tien. Puis le but, c'est de remonter tout le monde vers le haut. Surtout dans une économie qu'on vit en ce moment, c'est le bon moment pour encourager les entreprises québécoises, canadiennes. C'est là qu'il faut le faire plus qu'avant. Pour être autonome, je crois. Là. Fait que non, c'est une belle initiative inspirante. Puis est-ce que tu veux refaire ça au Costa Rica? C'est-tu comme à chaque saison, tu vas refaire ça à une autre place? Oui, bon, mais là, ça va être au Costa Rica pour la première, pour les femmes. Okay. On aimerait toujours en faire une au Costa Rica, mais on va se promener un peu partout dans le monde. C'est quand pour les hommes? Les hommes, ça arrive d'être à l'automne 2026. On regarde si nice. ce sera pas au Costa Rica ou si on va peut-être aller plus dans les montagnes. Les montagnes? Oui. Genre Banff ou... Oh! Ouais. Fait qu'on va vraiment ça se promener partout un peu. Vraiment nice, c'est vrai. C'est cool. Ouais. Ouais, puis c'est OK, mais on n'a pas parlé. La quantité de personnes, t'as-tu comme un... 10 participants. OK, max. Ouais, max. Fait que si, mettons, t'en as 11 qui... comment ça fonctionne? On bouge jusqu'à 10, donc premier arrivé, premier servi. Exactement. Puis après ça, les autres sont sur les attentes pour les prochaines. Make sense. Très cool. Très, très cool. Fait que c'est 10 participants, participantes, plus moi, Isa. Donc, Isa, elle est thérapeute en relation d'aide complémentaire. Donc, c'est elle qui fait les ateliers de croissance personnelle. Moi, vu que j'ai déjà fait beaucoup de retraites, je suis très sur croissance personnelle. Puis j'ai un mode de vie actif. On en a parlé aussi un peu en 2024. Donc, c'est moi qui va faire toutes les portions sport, l'activation, le yoga, les respirations et tout ça. Fait qu'on split ça un peu comme ça. J'accompagne aussi les participants, participantes parce que quand tu fais de la croissance personnelle, des fois, il peut y avoir des liens que tu fais, puis ça peut amener des émotions. Fait qu'on est là pour les accompagner là-dedans. Est-ce que ta vision de l'équipe de vie a changé depuis qu'on s'est parlé? Est-ce que ton quotidien a changé? Est-ce que tu es aussi aligné que tu l'étais l'année dernière? Ouais. Et plus? Et plus, je pense. Ouais. OK. Ouais. Puis tu vois, je me suis posé aussi la question, parce que depuis qu'on s'est vu, j'ai fait le parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui. OK, mais on peut en parler aussi. J'adore ça. Ouais, OK. C'est un peu aussi esprit de retraite, parce qu'on est vraiment comme 4 jours fermés ensemble, toute la gang d'entrepreneurs. Ça, c'est très cool. OK. Puis, une des questions qu'ils nous ont posées, c'est pour toi, c'est quoi le succès? Parce que je pense que c'est une question que tu dois te poser quand tu es en entreprise, quand tu es entrepreneur, parce que ça va déterminer jusqu'où tu vas amener ton entreprise. Parce qu'elle peut aller n'importe où, ton entreprise, au final. C'est toi qui mets le cadre. Là. Exact. C'est ta business. Ou, bon, si t'es plusieurs, même chose. Oui. Puis, je trouve qu'au Québec et sur les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé par rapport au succès d'une entreprise, c'est beaucoup par rapport soit au chiffre d'affaires ou au nombre d'employés. Oui. Ça m'énerve. Ça m'a toujours gossé. Ça m'a vraiment toujours gossé parce que... moi, j'ai vu les chiffres de mes clients dans les états financiers. J'en ai des clients là, qui font 3, 4, 5, 10 millions, 20 millions. Ils sont quand même dans le négatif au niveau du profit. Alors que j'ai d'autres clients qui vont faire un 300 000, 500 000, puis qui ont un profit de 300. Ouais. Fait que pour moi, un chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Le nombre d'employés non plus. Non. Pour moi, le succès, alors, encore une fois, c'est ma définition personnelle, mais pour moi, mon succès, puis pourquoi je suis devenu entrepreneur, c'est pour avoir la liberté de faire ce que je voulais. Pour moi, c'est de créer un cabinet d'avocats qui allait pas ressembler au cabinet traditionnel parce que je me reconnaissais pas dans ce modèle-là. On en a parlé un peu l'année dernière. Ouais. Fait que pour moi, c'est d'avoir la liberté de créer un modèle vraiment différent pour paver la voie aussi aux avocats aux jeunes avocats qui se reconnaissaient pas dans le modèle traditionnel conservateur. Ouais. Fait que pour moi, le succès, c'est de juste être bien puis être libre dans ce que je peux faire. C'est tout. Fait que moi, j'ai pas l'intention d'avoir un cabinet dans toutes les provinces canadiennes. J'ai pas l'intention d'avoir 50 avocats sous mon aile. Pas du tout. J'ai un très beau chiffre d'affaires qui me permet d'avoir des projets ailleurs parce que moi, on s'en est parlé, je suis une fille de projet, je suis une fille de multi-entrepreneurs qui aiment fonder des entreprises. Fait que j'aime avoir cette liberté-là. Si j'ai 28 avocats, j'aurais pas le temps de gérer d'autres entreprises. Là. J'aurais pas le temps. Parce que toi, ton bonheur intrinsèque, ça part de partie des projets. Oui. C'est d'augmenter tes revenus, oui, mais dans l'optique de basser ces autres tentacules, je le vois un peu de même. Là. Puis je pense que c'est tellement flashy de dire je fais une couple de millions par année. Puis, j'ai 10 millions de chiffre d'affaires. Ouais, OK. Combien il te reste dans tes poches? Ben, je sais pas, je suis endetté. Puis, c'est ça. Mais, c'est un non-dit, puis c'est un peu un tabou, là, tu sais. Mais, c'est pas important. C'est ce qui te reste. C'est quoi ton net, là? Pour vrai, là. Tu sais, t'as combien d'employés? Moi, j'ai 50 employés. Wow! Okay, mais wow, pareil, même si c'en est juste 2, là. Puis c'est très matérialiste. Ben oui, c'est très matérialiste. Chiffré. C'est pas le montant dans ton... On en parle souvent.
je pense que ça va, tu sais, mettons, mindset, c'est beaucoup plus l'impact que tu vas avoir sur, tu sais, bâtir une équipe, tes employés ou peu importe, ou les gens, tes collaborateurs, la famille, ton personnel, quel modèle que tu veux être comme parent, tu sais, ça va vraiment loin, les autres projets connexes que tu veux bâtir, les voyages que tu veux faire. Ouais. Fait que moi, je trouve ça rafraîchissant, je pense que ce serait le mot, que tu touches, tu sais, que tu sors justement de la zone de confort que plusieurs pourraient rester dans leur cabinet parce qu'ils sont stables, puis ils connaissent là, puis tu sais, même s'il y a des choses qu'ils veulent essayer, trop risqué. Mm-hmm. Puis je pense que toi, tu attaques le risque headfront. Moi, j'aime ça, la prise de risque. J'aime vraiment ça. Moi, ça me stimule. C'est stimulant, ouais. Tu sais, moi c'est ça, mon cabinet, je trouve ça incroyable où je l'ai amené, puis où je continue de l'amener, puis c'est un work in progress, là, on s'entend, là. Ouais. Mais tu sais, moi, en ce moment, mon cabinet, il me permet de fonder des entreprises sur le site. Mon cabinet me permet de voyager. Mon cabinet me permet de venir faire un podcast avec toi un vendredi après-midi. Exact. Mon cabinet me permet de être pleinement là pour mes petits. Oui. C'est incroyable. Là. Moi, j'ai un succès incroyable. Même si je fais pas 20 millions puis que j'ai pas 28 avocats comme employé. Là. C'est ça, le succès. C'est pas, encore une fois, c'est pas l'argent. C'est d'être bien, puis je pense, accompli. Puis le succès, c'est quelque chose que tu développes aussi. Je pense que ça change à travers les années. Tes objectifs changent. Mais je pense que la dernière question que je vais te poser, parce qu'on la pose déjà maintenant. la dernière? Oui. La question que j'avais posée à dernier podcast, je pense que c'est la vision du succès aussi. Fait que ça, c'est cool que tu en as parlé straight up. Puis la question, je pense que j'avais posée la dernière, c'est si tu avais la chance de parler à une version de toi-même plus jeune. Oui. Disons qu'on se revoyait pour un troisième partie l'année prochaine. Qu'est-ce que tu dirais à Jennifer en 2026? Qu'est-ce que tu aimerais dire? À la future Jen? Bonne question. Je sais pas. Non? Ouais, j'ai le goût de rien dire. Rien dire? Tu laisses ça... Ouais, je laisse ça flou. Des opportunités? Je t'explique pourquoi. Parce que, tu sais, moi, toute ma vie, à la base, des fois, on se le fait demander aussi, mettons, c'est quoi ta vision 5 ans, 10 ans? J'aime pas ça répondre à cette question-là, puis je t'explique pourquoi. OK. Tu sais, moi, à 5 ans, on s'en parle en 2024. À 5 ans, j'ai dit que je vais être avocate. Toute ma vie, moi, j'ai vécu en fonction, puis j'ai pris toutes mes décisions en fonction de cet objectif final-là qui était de devenir avocate. Puis quand je suis enfin devenue avocate, tu sais, on en est parlé aussi, tu sais, il y a eu beaucoup de sacrifices pour en arriver là, il y a eu beaucoup de décisions que j'ai dû prendre pour en arriver là. Puis quand je l'ai enfin atteint, j'ai comme eu un gros down de faire comme, oh, là, j'ai atteint mon objectif ultime de vie. Je me suis un peu sentie comme perdue de faire comme, mais ça va être quoi mon prochain big goal? Là, fait que t'as atteint un plateau, goal. tu disais que t'as atteint comme... ce que ouais, tu mais disais, comme le si je succès, pouvais pas être... Comme si je pouvais pas trouver un autre objectif aussi fort que ça. OK. Puis je sais que quand moi je me fixe un objectif comme ça, je suis très têtue puis je suis très déterminée, fait que je vais tout faire pour y arriver. Puis là, je regrette pas du tout de m'être donné cet objectif-là, ça m'a amené où je suis, puis je suis vraiment sur mon X, là, c'est vraiment ma place. Mais je sais qu'il y a des opportunités que j'ai manquées parce que toutes les décisions que j'ai prises, c'était en fonction de cet objectif-là. Puis là, on dirait que maintenant, moi, ce que je veux, c'est me laisser guider parce que la vie peut m'amener puis être ouverte aux opportunités. Parce que si je me dis dans 5 ans, je vais être là, puis qu'il y a une opportunité qui ne fitterait pas avec ça, j'irai pas. Je comprends. Alors que là, je veux qu'une opportunité se présente et que je me dise, elle me tente-tu ou elle me tente pas? Sans que je sois influencée par un autre objectif. J'ai le goût de le vivre comme ça maintenant, vu que je sais c'est quoi vivre avec un objectif. On dirait que là, je veux le vivre plus de façon libre, parce que je sais que c'est quoi avoir un objectif fixe. Là, on dirait que j'ai plus le goût d'y aller avec le feeling de, bon, ben là, je vais attendre que les opportunités se présentent, puis de décider en fonction de qu'est-ce que je ressens sur le moment, et non pas en fonction d'un objectif ultime. Ouais. Ouais, on a tous une ligne directrice, je pense, de dire, écoute, on se voit, mais un événement peut se passer dans une vie, tu dis, mon Dieu, ça change complètement ma vision de qu'est-ce qui peut arriver. Je veux dire, ça peut être un contexte externe, économique ou familial, peu importe, ou toi, dans l'intérieur. Puis c'est correct aussi. Puis je me demande une question que je parle pas souvent, là, mais comment tu sais, dans ta tête en ce moment, comment tu abordes la retraite? Dans le sens, on n'est pas là. Pour toi, c'est quoi une retraite? On parle dans ta vie à toi. Là. De retraite spirituelle ou de retraite plus tard? Non, excuse-moi, une retraite, tu sais, la retraite classique, là, tu sais, de l'arrêter de travailler, puis... Ben moi, je me fixe pas, encore une fois, d'âge limite. Ouais. Je le ferais peut-être si j'étais salarié, parce que là, il y a des incidences au niveau pension et tout ça, là, mais niveau entrepreneur... Mais c'est pour ça, entrepreneur, c'est important, c'est intéressant. Absolument, vraiment. Ouais. Moi, je vais y aller vraiment avec le feeling. Okay. Je pense pas un jour arrêter de travailler, mais franchement, parce que j'adore ça.
Peut-être que je vais moins travailler. Ouais. Peut-être que je vais être plus en formule mentorat, puis je vais mentorer des nouveaux avocats ou les avocats qui vont reprendre mon cabinet. Mais je me vois pas vraiment arrêter de travailler, sachant que c'est vraiment ce qui nourrit mon quotidien. En plus, une belle stimulation intellectuelle. Fait que je pense que plus t'es âgé, plus c'est bien quand même d'être stimulé intellectuellement. Fait que je pense quand même toujours garder un petit rôle par rapport à ça, mais peut-être plus au niveau mentorat. J'aime ça parce que c'est une évolution, je pense, qu'on fait. Je peux pas croire qu'on arrête d'apprendre, de vivre, puis parce qu'on a travaillé X nombre d'années, puis on est récompensé pour s'asseoir dans notre siège, puis ou se pogner 6 mois par année sur une plage. Je pense que les entrepreneurs, on a inné que ce soit un autre projet, que ce soit de bâtir ou s'impliquer, de faire de dons de temps, d'argent, juste de collaborer, puis l'exemple, il y a plusieurs exemples comme ça d'entrepreneurs. Je pense que François Lambert, il avait une trentaine, quarantaine d'années, il avait tout arrêté puis il a recommencé parce qu'il trouvait ça extrêmement plate. Fait que, ça, c'est juste un exemple d'autres que, genre, nous, notre fuel, c'est partir des projets. En tout cas, de rouler notre entreprise puis essayer des choses. Puis on est. Puis, c'est pas pour mettre de côté les salariés, les gens, mais pour les salariés, ça serait peut-être plus un hobby ou faire autre chose, plus créatif, avoir un impact différent. Mais un humain n'est pas fait pour s'arrêter complètement. Non. Il faut que ça bouge. Sinon, notre cerveau ramollit, guys. Oui, voilà. C'est ça la morale. Je pense que oui, la petite morale du podcast aujourd'hui. Partez des projets. Oui, mais pour vrai, lancez-vous, essayez-le. Même si vous n'avez jamais essayé de tenter l'entrepreneuriat, puis ça vous titille, là, vous êtes dans la vingtaine ou peu importe, c'est le bon moment. Là. Le moment, c'était hier d'essayer. Là, puis un échec, j'en parlais dans le podcast avant toi, l'échec, c'était... faut arrêter de voir ça comme un effet négatif. Ouais. C'est pas une finalité. C'est pas péjoratif, c'est pas une finalité. Même que c'est positif, un échec. Si tu vis pas d'échec, repose-toi en question. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais pas de bien. Faut que tu plantes, faut que tu réessayes, faut que tu te mettes en mode solution. Ça développe la capacité de la résilience. D'après moi, surtout quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix de te remonter. On a vu toute de la critique, des choses à changer dans notre modèle. Puis je trouve qu'on a l'échec facile dans le sens de... Tu sais, quand même, dans les commentaires négatifs que j'ai eu sur certaines vidéos, il y en a qui auraient pu voir ça comme un échec. Moi, je vois pas de même. C'est pour ça que je te demandais ça. Un vrai échec, encore une fois, là, c'est une question de perception, fait que je finirai pas ma pensée, là, mais tu sais, c'est-tu vraiment un échec ou c'est une embûche? C'est-tu vraiment un échec ou c'est une bosse sur le tapis? Là? Parce que tu vas en avoir des embûches, tu vas en avoir des défis, tu vas en avoir des obstacles, tu vas en avoir des combats à mener, mais tout ça n'en font pas des échecs. L'échec, c'est ce que toi, tu décides de faire avec l'embûche, je pense. Exact. Si tu décides de la laisser te consumer, c'est ça. Je pense que là, c'est un échec. Tu as un contrôle sur comment tu réagis face à une situation. Toujours. Puis les premières fois que ça arrive, on prend un exemple concret, tu as un mandat avec un client, ça se passe moins bien que prévu, les deadlines ne sont pas respectés. Ouf, OK. Peut-être ça peut venir te chercher, mais après, il faut que tu te mettes en mode entreprise, genre, je suis un professionnel d'affaires, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour garder puis entretenir une relation, puis tu sais, revirer ça peut-être en positif aussi. Il y a une valeur à faire ça, plutôt que de dire, je laisse ça tomber, j'abandonne. T'sais. Dans une business, il n'y arrivera jamais pas de problème. Être en entreprise, là, c'est de gérer des problèmes. C'est ça. Constamment. Fait que si pour toi, effectivement, puis il y en a, là, puis je pense que la majorité des salariés, c'est ça. Si un problème, c'est une grosse embûche, puis un échec, puis ça te paralyse, effectivement, là, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas la meilleure des voies. Là. Mais si tu es capable de naviguer là-dedans, puis qu'au contraire, toi, tu vois ça comme un tremplin de OK, là, on a ça à faire, on va gérer comme ça, puis que ça te motive, puis ça donne du gaz, go, vas-y, là, t'es prêt, là. Dernière question. Vas-y. Pour vrai, là. Moi, c'est pas juste du temps, puis tant qu'à être ici, là, on va le faire. OK. Selon la définition, tout le monde a une définition de l'entrepreneuriat différent. Moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un à la base qui part un projet. Fait que partant de cette prémisse-là, dirais-tu que tout le monde devrait être entrepreneur? Non. OK. Non, parce que je sais qu'il y en a qui pourraient pas vivre avec... Parce que de partir un projet, si on part de cette prémisse-là, c'est ça. Ça implique des risques. Oui. Ça implique de la confiance, du courage. Ça implique du temps, ça implique de l'énergie. Puis ça, on n'a pas toutes ces ressources-là de façon égale. C'est vrai. Puis on n'a pas toutes les mêmes compétences. Il y en a que ça leur créerait un stress immense qui pourrait causer beaucoup trop de soucis dans leur vie personnelle. Fait que non, je pense pas que tout le monde devrait être entrepreneur. Je pense que c'est une question de regarder toi, comment tu te sens. Toi, c'est quoi tes compétences? C'est quoi le temps que tu as?
Mhm. Tu sais, dans tes vases, là, ton vase d'énergie, ton vase Sure. de temps, ton vase Ouais. de courage, de prise Ouais. de risque, t'en es où? Ouais. Moi, j'irais plus comme ça. Mm. Parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur, et à l'inverse, c'est pas tout le monde non plus qui est fait pour être salarié. Non, exact. Exact. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Je pense que... Oui, l'entrepreneur, c'est inné. Je pense qu'à un certain moment, en vivant ces expériences-là, tu peux répondre à ta question, est-ce que je suis fait pour ça ou pas? Exact. Puis, tu sais, il y en a pas un des deux qui est mieux que l'autre. Ben, c'est Tu ça. sais, les faut pas salariés dire ça, trouvent que Exact. ils ont une meilleure situation que nous autres parce que, tu sais, eux, Ben, quand ils ils ont finissent un leur week-end. journée, c'est terminé, ils ont leur sourire, leur Ouais, week-end, ils leurs pensent chèques pas à sont- job. Ben, tu sais, puis- C'est stédé, il n'y a pas de prise de risque. Et moi, j'ai mon fonds de pension avec, tu sais, bon. Et voilà. Et voilà. Puis après ça, tu parles aux Et entrepreneurs, puis nous aussi, on trouve qu'on est mieux parce qu'on a une liberté, on peut prendre des congés si on veut, on peut choisir notre salaire, on peut choisir nos congés, on peut... Enfin, tu sais, quand tu parles à chacun, Mais chacun est mieux que l'autre, mais au final, ce qui est mieux pour toi, c'est ce qui est mieux pour toi. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, je pense. Oui, puis je pense que ce qui est plaisant, évidemment, dans l'entrepreneuriat, c'est que la liberté de temps, puis, mais c'est l'accomplissement de soi surtout, parce que ce que tu fais dans ton day-to-day, c'est purement pour toi. Ouais. Si tu es un salarié, puis que, tu sais, évidemment, il y en a beaucoup qui sont vendus par les menottes dorées, ça sert à rien que, même si je déteste mon travail ou que je l'aime peu, puis j'ai de la misère à y aller, mais j'ai un fonds de pension. Fait que, tu sais, je vais me serrer les Ça, il y pinces, en a beaucoup, ouais. qui regarde l'horloge rouler, tout ça. C'est comme de choisir un peu son difficile dans sa vie. Mais la question à se poser réellement, c'est est-ce que tu t'es accompli? Est-ce que C'est ça. tu aimes ce que Parce tu qu'il y en a fais? qui s'accomplissent en salarié. Il y en a qui adorent, c'est des fonctionnaires hyper accomplis, qui adorent ce qu'ils font, puis chapeau à eux. Mais il y en a une trolley aussi, pas juste des fonctionnaires, là, des salariés, n'importe quoi. Des entrepreneurs aussi qui détestent ça, peut-être par nécessité, qui n'ont pas beaucoup d'études, peut-être qui ont syndrome d'imposteur, qui ne sont pas capables d'aller chercher un emploi. Ouais. Parce que, tu sais, ça va des deux bords, là. Oui, absolument. Puis moi, cette personne-là, je dirais, demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. OK. Tu sais, mettons, pour moi, c'est important d'être avocate. Je voulais être avocate pour moi, je voulais pas être avocate pour la personne qui allait faire du profit, là. Donc le propriétaire du cabinet Exact. pour lequel j'aurais travaillé. Donc moi, je voulais travailler pour moi, Oui. mais je voulais avoir un impact dans les business de mes clients. Ouais, Je voulais avoir un c'est ça. impact au niveau de la société, donc par exemple avec mon programme de dons. Ouais. Je voulais avoir un impact au niveau de l'éducation juridique partout au Québec. Je voulais avoir un impact pour les futurs avocats, pour leur Ouais. montrer un modèle différent. Ouais. J'aurais pas pu faire tout ça si j'avais été une avocate salariée. Make sense. Tu sais, moi, j'ai une très bonne amie qui est salariée, puis, tu sais, c'est la seule salariée de notre groupe. Fait qu'elle se fait tout le temps dire « Ouais, mais toi, tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle dit, moi? C'est quoi son... » Elle, ce qu'elle dit, puis je trouve ça super beau, elle dit « Ben, je comprends que mon travail, tu sais, moi, je suis payée, mais au final, le client paye plus que ce que je fais, là. Donc, je sais qu'effectivement, je travaille pour Sure. son rêve à lui. Oui. Mais tu sais, moi, mon rêve, c'est pas nécessairement de faire le métier que je fais. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir être là avec mes enfants le soir puis le week-end sans avoir à penser à la job puis à penser à je vais-tu arriver à la fin du mois. Puis, fait que j'ai comme, c'est beau. Ouais, puis encore une fois, c'est une forme de succès. Je pense qu'il y a des gens que c'est inné, tu sais, d'être hyper familial, d'être proche, d'avoir cet équilibre-là, ce contrôle-là. Il y en a, je pense que c'est ça, on a besoin de ce déséquilibre-là. Puis oui, ça vient avec tous les enjeux de santé mentale. On s'entend, là, Oui, c'est oui, comme oui. les entrepreneurs, c'est Oui. une grosse partie de la population qui vivent beaucoup de Oui, ce on a type. eu. Je m'en viens de manquer son nom. Je pense que c'est Marie-Ève Parent, qui est psychologue organisationnelle à Québec, qui est venue faire une présentation là-dessus à l'EB, OK. qui, je pense, disait que 40% des entrepreneurs sont Fait que, à près de la risque moitié, on s'entend, c'est fou. Près de la là. moitié. Québécois. Oui, québécois. L'anxiété, le stress, moi, personnellement, j'ai eu ma passe. Puis, Dépression, burn-out. c'est pas facile. Ben, Ouais. c'est ça. Puis c'est beaucoup plus commun. Fait que, tu sais, ça revient à savoir, ben, je travaille tellement fort, mais tu sais, est-ce que. Je pense que dès que ça arrive, ce moment-là, je crois que c'est parce que tu as un problème d'alignement aussi, parce que le nombre d'heures que tu mets, tu le calcules pas de même. Là. C'est pas un effort. Ça devrait pas être un effort mental. Non, puis je pense pas que tu devrais le calculer non plus. Tu sais, moi, on Ouais. me demande souvent, tu fais combien d'heures semaine? Je Je le calcule pas. C'est ça. Je le calcule pas. On peut pas voir de même non plus. là. On peut pas le voir de même. Si j'étais salarié, oui. Oui, là, je Oui. calculerais parce que je serais payé à l'heure. Exact. Oui. Mais quand t'es entrepreneur, t'es pas payé à l'heure. Non. Avec tout ce que tu fais dans ton back-end de toute façon. Puis de calculer l'heure que. Tu sais, c'est pas un barème. Tu sais, il y en a qui font 60 heures semaine puis qui ont une meilleure santé mentale que ceux qui en font 30. Ouais. Parce qu'ils ont une meilleure gestion du stress, ils ont une meilleure gestion, puis pour eux, c'est comme ça qu'ils se sentent Exact. accomplis. Parce que s'ils feraient 30 heures, ben le soir, tout ce qu'ils feraient, c'est ruminer puis stresser. Ben oui. Fait que je pense pas que c'est un barème. Puis si toi, t'es à l'aise avec ce que tu fais, Ouais. ben t'as pas besoin de le calculer.
Parce que tu peux faire un burn-out même si tu fais juste 30 heures semaine. Là. Il n'y a, pas de barème. Là. C'est pas, Le burn-out, je pense pas que une science. Hein. c'est ça, c'est un manque d'aliments, mais je pense que c'est parce que tu as des choses que ton cerveau veut t'amener ou que tu veux pas aborder ou que tu as décidé de mettre de côté. Puis là, ton corps, nécessairement, va hey, c'est là le moment d'en parler. Fait que tu n'as plus le contrôle. Puis là, ben, là, je suis pas psychologue, là, mais c'est un peu ce que j'ai vécu. Fait que bref, my God, on est allé sur des sujets vraiment variés aujourd'hui. Beaucoup plus deep, peut-être aussi. C'est de la beauté aussi de faire un recap et de faire de renouveau sur ce qu'on a discuté. Fait que je me demande où est-ce qu'on va s'en aller l'année prochaine aussi. Je trouve que c'est le fun de garder une relation long terme aussi, d'entretenir ça. Puis, ouais, de se développer comme entrepreneur, cette connexion-là est importante. Vraiment. Fait que, encore une fois, j'ai adoré mon expérience avec toi aujourd'hui. Les gens qui ne connaissent pas, où est-ce qu'on peut te contacter pour travailler avec toi, collaborer? Très simple, site web, jennifergayavocat.com. Puis tous mes réseaux aussi. Easy, très accessible aussi, puis très le fun à travailler aussi. Merci, Jen. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.